France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Du côté de Nohant, au centre du monde de George Sand, qui aurait pu imaginer que cette petite bourgade du Berry deviendrait un lieu de rencontre et de création incomparable. Nous y retrouvons les gens du coin déjà, la sociabilité berrichonne et des artistes de la littérature, de la musique, de la peinture. Frédéric Chopin, Franz Liszt, Marie Dagout, Honoré de Balzac, tiens, Gustave Flaubert ici et là, Alexandre Dumas fils, ou encore Eugène Delacroix qui peint George Sand à Nohant. Nohant, le domaine de George Sand. Je m'impatiente de voir toujours le ciel gris et l'herbe mouillée. Je m'impatiente de ne pouvoir vivre près de vous sans cesse. Mais Nohant n'est pas coupable de ce qui me manque à cet égard-là. Et j'aime Nohant avec une sorte de tendresse comme un être qui m'a toujours été salutaire, calmant et fortifiant. Je suis si occupée que, hors le temps des repas et de quelques visites d'amis qui commencent au dîner et finissent à 8 ou 9 heures du soir, je n'ai pas une minute de relâche. J'oublie même de fumer. Et si j'étais seule, j'oublierais de manger. Ne me plaignez donc pas de l'ennui. Nous étions en 1841 avec cette lettre de George Sand à Charlotte Mariani. Et aujourd'hui, pour nous parler de George Sand à Nohant et nous parler de Nohant avec George Sand, Brigitte Krulik, bonjour. Bonjour. Merci vivement d'être avec nous. Vous êtes professeure des universités à l'université Paris-Nanterre et l'autrice de George Sand, publié chez Gallimard. Brigitte Diaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite de littérature française à l'université de Caen, Normandie. Vous présidez l'association des amis de George Sand et vous avez édité avec José-Louise Diaz, un lien de famille, j'imagine. Oui, un lien assez étroit. Vous avez édité les romans de George Sand dans la bibliothèque de la Pléiade. Et Marie-Hélène Bellac, bonjour. Bonjour. Vous êtes normalienne, vous êtes agrégée d'histoire, vous êtes historienne et vous publiez George Sand, La passion de la vie. C'est dans ces très belles collections de la Bibliothèque nationale de France. Que représente Nohant, Brigitte Diaz, pour George Sand? J'ai envie de dire beaucoup, voire presque tout. Difficile de répondre à cette question d'emblée. Non, j'ai envie de partir d'une formule de Dumas qui parlait de la planète Nohant. Nohant, c'est une planète. C'est une planète avec c'est un astre majeur qui est Sand elle-même, mais qui est entouré de beaucoup de satellites, les amis, la famille, les gens du coin, les locaux, et où il se passe quantité de choses. Je dirais aussi, après cette métaphore un peu facile, que c'est un lieu totalement multifonctionnel, où Sand a réalisé finalement ce qu'elle avait toujours souhaité, créer une vie communautaire où il y aurait à la fois toutes les choses qui sont nécessaires à son bonheur, la famille bien sûr, les enfants, les amis, elle parle de son amitié universelle, la création, c'est un lieu où écrire, la nature, c'est un lieu splendide où elle est en lien avec la nature, et puis l'écriture. L'écriture qui va être alimentée par tous ces visiteurs qui vont venir aussi la voir, l'enrichir, artistes, écrivains, musiciens. Dans cette maison de Nohant, maison absolument exceptionnelle, on peut le dire, Brigitte Krulik, nous sommes à la fois dans une maison familiale et à la fois dans une maison d'artistes. J'ose à peine dire résidence d'artistes, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, effectivement. Je pense que c'était un des rêves de Sand qu'elle a assez largement accompli. C'était de faire de Nohant une sorte de foyer rayonnant, vibrant de la vie intellectuelle et artistique de son temps. Je voudrais ajouter aussi politique, puisque Nohant a joué un rôle important. Sand y a reçu Pierre Leroux, elle y a reçu Mazzini, elle a reçu quand même des représentants de la vie, on va dire intellectuelle et politique au sens très large de son temps. Et donc, elle croyait, comme cela vient d'être rappelé, elle croyait beaucoup à l'entrecroisement et à la fécondation mutuelle des domaines de l'activité humaine. Et politique, vous avez raison de le rappeler. Et d'ailleurs, il y a un épisode du cours de l'histoire, le 4e épisode du cours de l'histoire de la série Sand, Histoire de sa vie, consacré à George Sand et la politique au siècle des révolutions, les engagements d'une femme de lettres, avec Michel Perrault, l'autrice de George Sand à Nohant, une maison d'artistes. Parce que c'est ça, Marie-Hélène Bellac, qu'il n'est pas possible de séparer ces différentes activités dans la vie de George Sand. Il y a cette vie familiale, il y a ses amours, il y a
les arts, la littérature, les amitiés et l'engagement. Et tout ça fait George Sand. Oui, et tout ce monde se croise. Par exemple, dans les années 38-48, c'est-à-dire l'époque d'abord de Liszt, de Pauline Viardot, de Chopin, évidemment, avec lequel elle vit près de 8 ans à Nohant. C'est le moment de la musique. Je dirais, où on joue, où d'ailleurs Liszt non seulement compose, il met une partie de son œuvre, mais c'est surtout Chopin qui compose presque la totalité de son œuvre à Nohant. Mais donc on vit au son de la musique, mais on a aussi bien sûr les politiques, et je pense au premier d'entre eux, c'est quand même Michel de Bourges qui vient en voisin, puisqu'il est à la fois son avocat dans le procès qu'elle a intenté à son époux Casimir du Devant, procès en séparation, puisqu'à l'époque on ne peut pas divorcer, et puis il devient très vite son amant, et donc cet homme herculéen qui est pour une révolution violente, voisine avec Chopin, qui d'ailleurs ne l'apprécie pas toujours. Et puis on va voir d'autres politiques, je pense notamment à Louis Blanc, qui a été aussi un des familiers. Elle a même pensé à un moment à le marier à sa fille Solange. Donc Louis Blanc, qui est l'auteur de l'Organisation du travail, et qui joue un rôle si important pendant la Révolution de 1848. Et puis on a aussi les peintres. On a Delacroix, notamment Delacroix, qui a fait le premier des portraits, et notamment ce célèbre portrait qui a été coupé en deux, sur lequel il n'avait pas à la fois, il n'avait pas Chopin en train de jouer et Georges en train de le regarder. Ensuite, aujourd'hui, les deux morceaux du tableau sont dans deux musées différents. Et Delacroix donne des leçons à son fils Maurice, parce qu'il y a aussi évidemment Maurice, le fils chéri. Il y a Solange moins souvent, Solange la capricieuse. Et puis il va y avoir aussi les petits enfants. Et puis on disait il y a le cercle Berrichon, effectivement, et même des gens, des étrangers de passage. Et puis, il faut pas oublier que dans les années, fin des années 50, années 60, on a aussi Plomplon, le cousin de Louis-Napoléon Bonaparte, qui est très lié avec Maurice. Donc, c'est un monde, comme vous le disiez, extrêmement divers, où les centres d'intérêt se croisent. Et puis, elle y est restée longtemps, durant son existence, avec ici un lieu incontournable. Combien d'années s'ils l'ont cherché à compter ? Alors, 43 ans. 43 ans, c'est on a énorme. fait le calcul, oui. Et c'est là qu'elle est morte. Elle a passé quand même ce qu'on pourrait appeler la deuxième partie de sa vie, si on veut bien admettre probablement avec de bons arguments que 1848 constitue un tournant important dans son existence. Elle a passé donc cette deuxième partie entre guillemets de sa vie à Nohant parce que elle avait d'une certaine manière, il y a une sorte de repli sur Nohant après l'échec de la Révolution, et donc c'est là que se déploie l'essentiel de sa vie, tout en sachant que bien sûr, elle fait quelques voyages, mais aussi elle vient assez régulièrement à Paris pour voir des amis, voir des spectacles, et notamment pour superviser la représentation de ses pièces de théâtre. C'est à Nohant que George Sand disparaît le 8 juin 1876, et c'est là aussi à Nohant où elle a grandi. C'est constitutif de sa jeunesse. Il fallait au début, quand elle invite ses premiers amis, il faut presque 48 heures pour y arriver. Après, ça ira mieux. C'est toujours un peu enclavé, parce que nous avons eu récemment un grand colloque pour célébrer, donc la semaine dernière, cette femme siècle à Nohant. C'était toujours très émouvant d'être à Nohant et de marcher sur ses pas. Reste que c'est toujours extrêmement enclavé. Et on peut saluer là le rayonnement de l'artiste qui a quand même réussi à faire venir tout le Gotha littéraire dans sa thébaïde presque, à un moment où c'était très difficile. Et d'ailleurs, il y en a certains, parce que c'est ça aussi le grand atout de la correspondance, celle qu'elle écrit et celle qu'elle reçoit, de tous ces personnages qui font la littérature du temps. Et je pense plutôt à la grande période, je dirais, de rayonnement de Nohant, je dirais entre 1836, quand elle retrouve ce qu'elle appelait d'ailleurs dans une lettre la terre promise en litige. C'était sa terre promise, elle l'a retrouvée, elle l'a regagnée, et elle n'en bougera plus.
jusqu'en 47, qui est un moment de grande rupture, pas du tout la politique, mais familiale, parce que c'est le moment de la grande dispute avec Solange, et Solange va être chassée parce que son mari, Auguste Clessinger, le sculpteur, a porté la main sur Sand pour de viles histoires financières. Et alors pendant ces 10-11 ans, effectivement, elle fait venir les gens, elle fait venir, on l'a dit, on vient de le dire, tous les grands artistes du temps, Liszt, Marie Dagout. Certains renaclent, je relisais une lettre de Gautier qui trouve que vraiment, c'est un peu loin, et en plus on y vit une vie de morave, et que finalement on s'ennuie un peu. Théophile Gautier. Théophile Gautier. Il n'y a que du bon monde à Nohant, tout de même, il faut le dire. Et puis, à côté de ce grand monde qui arrive, ces noms qui nous font rêver d'artistes, il y a, en écho à ce que nous venons d'entendre sur sa jeunesse, les gens de Nohant eux-mêmes. Et ça, c'est constitutif aussi de ce qu'est George Sand. Parce que, Brigitte Krulik, il n'y a pas la volonté de George Sand de se séparer de cet univers-là. Elle a joué avec les gamins du coin. Elle connaît les gens de Nohant. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, je prendrai pour exemple, je prends 2 exemples donc de cette domesticité au sens latin du terme, vraiment qui fait partie de la famille, qui est partie intégrante du monde de Nohant. Alors, je prendrai l'exemple de Ursule, qui est une petite, une enfant donc du voisinage, donc qu'on fait venir à Nohant lorsque la petite Aurore perd son père. Donc, elle est très jeune et donc elle a un comportement qu'on appellerait aujourd'hui perturbée, et donc on lui donne la petite Ursule qui est la fille donc d'un villageois comme compagne de jeu. Et à l'adolescence, les chemins se séparent sans se séparer, puisque George Sand en fait sa couturière. Elles garderont des relations très proches qu'on pourrait appeler amicales, avec quand même cette nuance que la distinction entre la jeune châtelaine ou la châtelaine qui refuse d'être considérée comme châtelaine et qui ne se veut pas châtelaine, et la petite Ursule qui est devenue couturière, reste quand même marquée. On est au 19e siècle, il faut pas l'oublier. Mais Sand a une relation extrêmement proche avec Ursule, et donc elle garde un sens extrêmement fort donc de ce qu'elle aurait appelé elle-même l'égalité humaine. Donc Ursule est son égale en tant qu'être humain. Alors je rappellerai aussi que Sand soigne ses commensaux, ses domestiques, ses voisins. Elle a appris avec son précepteur Deschartres le secret des simples, des tisanes, des onguents. Donc elle prodigue des soins à tous ceux qui en ont besoin. Elle apprend à lire à de nombreux, à ses enfants évidemment, mais aussi aux domestiques qui se montrent souvent très réceptifs. Et elle acquiert d'ailleurs une compétence qu'on pourrait appeler pédagogique dans l'apprentissage de la lecture. Ça sera un des points sur lesquels elle a écrit aussi à la fin de sa vie sur les méthodes d'apprentissage de la lecture. Et le deuxième exemple, alors qui est certainement plus connu grâce à la pièce de théâtre Marie des Poules qui a été jouée ces dernières années. Donc c'est une petite domestique entrée très très jeune donc au service de la famille à Nohant, et Marie des Poules va s'illustrer sur les planches de Nohant comme comédienne avec beaucoup de talent et beaucoup de succès, ce qui montre bien donc que le monde de Nohant est un monde qui brasse non seulement les domaines d'activité humaine, les générations, Paris et la province, mais qui brasse aussi, avec certaines limitations, évidemment, qui sont aussi les limitations du temps, brasse aussi les classes sociales. Et puis, il y a ici tous ces noms, nous l'avons dit, qu'il s'agit d'Eugène Delacroix, de Flaubert, etc., qui nous ravissent, mais il y a tous ces gens de Nohant. Et un autre personnage, c'est le Berry lui-même, parce que on peut le voir ici, Marie-Hélène Bellac, combien dans l'œuvre de George Sand, ces paysages sont importants, ces lieux, et puis ces gens qui vivent dans ces lieux-là. La Mare au diable, ce n'est pas un hasard. Oui, alors c'est George Sand qui a forgé l'expression la vallée noire, pour désigner justement ce pays dont elle concède que c'est un paysage tout à fait finalement banal, pas forcément très beau, mais auquel elle est extrêmement attachée, où effectivement elle a
pris l'habitude de se promener, où elle se baigne. On voit bien dans les carnets, notamment, que tous les ans, la première baignade est un moment extrêmement important. Donc, son Berry, elle le connaît très bien. Elle commence à le décrire, notamment, elle écrit même une sorte de guide touristique pour le décrire. Et surtout, dans Valentine, l'un de ses premiers romans, c'est le deuxième après Indiana, son deuxième succès. Elle met en scène le Berry. Mais je voudrais revenir un petit peu sur ce que disait Brigitte Krulik à propos justement de ce mélange social à Nohant. Il ne faut pas oublier que George Sand tenait beaucoup à dire qu'elle était à la fois qu'elle descendait à la fois d'aristocratie et du peuple. Elle y tenait énormément, puisque par sa mère, effectivement, elle descendait du peuple et elle se voulait proche de ce peuple. Et c'est très important de le rappeler parce que on a ici ce qu'est George Sand, cette généalogie d'une écrivaine. C'est une émission d'ailleurs, Devenir George Sand, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Brigitte Diaz. Oui, sur cette question de l'enfance à Nohant, je voudrais dire, et de la prise de conscience de sa place dans la société, je voudrais dire que c'est là aussi qu'elle prend conscience des inégalités sociales. C'est-à-dire qu'elle joue, elle en parle très bien dans l'histoire de ma vie, qui est à cet égard aussi, c'est une sorte d'autobiographie, mais aussi une sociologie de son temps. Et elle dit très justement, voilà, j'étais avec mes petits camarades et d'un seul coup, je m'aperçois qu'on ne va pas avoir le même avenir. Que moi, je vais aller vers autre chose. Elle va aller d'ailleurs au couvent des Anglaises et que l'existence heureuse des enfants avec qui elle était va s'arrêter net. Elle va s'arrêter net parce qu'ils vont être employés dans des fermes à droite et à gauche. On a parlé d'Ursule Josse, son amie d'enfance, dont la famille considère qu'il ne faut plus qu'elle aille aussi souvent à Nohant parce que ça lui met des mauvaises idées en tête et qu'elle n'aura pas de toute façon cet avenir-là. Et il y a des très belles pages dans Histoire de ma vie, où elle montre comment, c'est là que qu'elle a compris qu'elle n'était pas de cette même classe que ces enfants-là et que sa vie, elle est différente. Et il y a aussi une sociologue chez Nohant, on en a parlé dans nos derniers cahiers George Sand, et c'est très intéressant de voir comment, déjà enfant, elle a eu cette perception des différences sociales. À quoi ressemble cette maison de Nohant ? Parce que pour accueillir autant de gens, ça doit être assez conséquent. Il en faut des chambres d'amis. Brigitte. Alors, évidemment, la meilleure réponse serait de dire il faut aller à Nohant pour se rendre compte des visus. C'est très juste, le domaine George Sand à Nohant. C'est un magnifique endroit, effectivement, et très très bien mis en valeur. Alors, c'est pas, on l'appelait le château parfois, dans l'entourage berrichon, mais ce n'est pas à proprement parler un château. C'est une demeure de la fin du XVIIIe siècle que la grand-mère, donc Aurore Dupin de Franqueuil, a acheté en 1793. Alors Nohant, c'est aussi un domaine, c'est une maison, on pourrait dire une gentilhommière, confortable, agréable. Il faudrait rappeler que George Sand s'est beaucoup soucié de l'aménagement de Nohant à partir du moment où elle a été véritablement maîtresse des lieux, c'est-à-dire à partir de 1836. Donc l'installation du calorifère qui inspire beaucoup de commentaires, qui a causé beaucoup de tracas, l'aménagement de la chambre capitonnée pour Chopin pour qu'il puisse composer en toute quiétude. Donc le jardin qui est aussi l'objet de soins très très attentifs. Donc Nohant, c'est bien sûr cette maison qui n'est pas gigantesque, qui est une belle gentilhommière de la fin du XVIIIe siècle, mais très bien aménagée, où il y a effectivement un certain nombre de chambres d'amis. Et il faut pas oublier aussi qu'autour de Nohant, il y a les propriétés, il y a les fermes, qui n'ont pas un rapport, parce qu'il faut bien quand même aussi parler un peu d'argent. Nohant rapporte moins que ce qu'on pourrait croire, et Nohant coûte surtout. Donc ça, c'est un leitmotiv qui revient dans la correspondance de Sand toute sa vie. Effectivement, il faut gagner de l'argent, beaucoup d'argent, pour pouvoir entretenir Nohant et les commensaux de Nohant, domestiques, etc. Pour recevoir
recevoir dignement. D'où l'aménagement de la cuisine voilà, aussi. D'où l'aménagement de la cuisine. Alors, Nohant, c'est aussi le théâtre. Donc, le théâtre de Nohant qui va prendre une importance croissante à partir de, en gros, du tout début des années 1850, pour simplifier, où le théâtre va être une activité qui va occuper une place très importante dans la vie de Sand. Et donc, le théâtre ou les théâtres de Nohant, c'est-à-dire le théâtre d'acteurs, donc composé des commensaux, de la famille, des voisins, etc., mais aussi le théâtre de marionnettes, où là, Maurice va prendre la main, même si c'est une collaboration familiale, où Sand intervient de manière très active. Donc, les aménagements nécessaires à à des représentations théâtrales qui se professionnalisent au fil des ans vont modeler la physionomie de Nohant et les aménagements. Et donc là encore, bien sûr, c'est un des grands attraits de la visite de Nohant que de voir les installations théâtrales, les décors, le théâtre de marionnettes. C'est tout à fait magnifique. Oui, on estime même que c'est le plus beau théâtre de province de l'époque, parce que c'était une tradition dans les maisons, notamment les châteaux de province, d'avoir des théâtres où on jouait, des théâtres familiaux. Avec ici, et j'entends tout ce que vous me dites, George Sand, sociologue, les cahiers de George Sand, Brigitte Gaz, mais George Sand, femme d'affaires aussi, parce que pour s'occuper d'un tel domaine... George Sand, femme d'affaires et excellente gestionnaire. Bon, on vient de le rappeler aussi, elle sait parfaitement aménager sa maison, avec des inventions modernes. Et en ce sens, elle est un peu aussi... Balzac fait la même chose, avec des calorifères. C'est une bonne gestionnaire. Elle vit à Nohant, on vit en autarcie. On vit avec les produits locaux. Donc ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. D'ailleurs, elle le dit, à un moment, elle le dit à son fils et à son ami Lambert, qui va rester 16 ans à Nohant. Je préfère que vous soyez à Nohant, ça me coûte moins cher que de vous envoyer à Paris, où je dois payer un appartement et tout ce qui va avec. Donc oui, c'est une bonne gestionnaire, c'est une très bonne gestionnaire, et puis c'est surtout une hôtesse extraordinaire, qui sait recevoir, et qui aménage, on l'a dit, et réaménage constamment les pièces en fonction des invités qu'elle va recevoir. Oui, je voudrais rebondir là-dessus. Excellente hôtesse, certes, très attentionnée. Et donc la lettre de Théophile Gautier, qui est d'ailleurs, c'est pas exactement une lettre. Oui. Voilà, non, ce sont les Goncourt qui ne sont jamais à court de médisance, qui racontent la visite de Gautier, donc telle que elle leur a été rapportée. Donc les domestiques sont aux petits soins, mais parfois elle se plaint que ses amis rechignent à faire le voyage de Nohant. Il est vrai que Nohant est très enclavé et que c'est compliqué, mais elle leur précise avec un luxe de détails absolument impressionnant comment franchir tous ces obstacles avant 1849. Oui. Donc il n'y a pas de train. Parce qu'après, la ligne Paris-Châteauroux, oui. C'est 1849. Oui. Mais avant, il faut un déploiement de diligences, etc. Et donc parfois les invités rechignent. Bon, par exemple Flaubert, pour d'autres raisons. Mais elle ne sait plus quoi inventer pour les inciter à venir. Alors elle les supplie, venez à Nohant. À Delacroix, elle écrit venez même avec Cupidon, votre chat, parce que Delacroix est très attaché à Cupidon, alors que Sand déteste les chats. Mais bon, elle est prête à tout pour attirer des amis qui ne viennent pas assez souvent à son gré. Et c'est pour ça qu'elle les réunit notamment le soir autour d'un dîner où effectivement on utilise les produits locaux, mais elle fait aussi venir des huîtres notamment. Elle fait pousser dans ses serres des ananas. Donc c'est quand même une nourriture recherchée et on n'hésite pas parfois à ouvrir le Bourgogne mousseux. Il y a toujours des fêtes et puis effectivement ces soirées théâtrales qui se prolongent souvent jusqu'à 1h du matin et un souper servi ensuite. Ça donne drôlement envie d'aller dans le domaine de George Sand à Nohant, d'ouvrir les portes de la maison. Alors nous allons voir George Sand. C'est pas la maison que nous allons voir, c'est George Sand. Voilà, dès que nous avons franchi le seuil, nous avons l'impression que la maîtresse de maison est là, sur les marches. Elle nous attend. Bonjour George Sand. Bon, et bien avec toi, nous allons faire, si tu le veux bien, le tour de cette maison. Toi, George Sand. Tu nous conduis tout de suite au salon. Et là, au salon, tu voudrais
nous faire installer sur un de ces fauteuils, je pense, comme autrefois, où toutes ces célébrités se sont installées autour de cette table magnifique, cette table ovale que tu as fait faire par le menuisier du village, Pierre Bonnet. Tu disais, tu t'en souviens, je lui ai fait abattre un vieil arbre de notre jardin, un merisier. Et tu te souviens aussi de tous ceux que tu recevais autour de cette table. Oh, ils sont pas venus tous ensemble, certes, hein. Mais on revoit Chopin, Liszt, Marie Dagout, Honoré de Balzac, Delacroix, Théophile Gautier, Dumas fils, Flaubert, Tourguenieff et tant d'autres. Tu le dis toi-même, parlant de cette table. C'était une bonne, mais vilaine table, elle ne voulait pas tourner. Mais par contre, tu t'empressais d'ajouter, c'était tout de même une bonne table. C'est Robert Franco que nous venons d'entendre, guide conservateur de la maison de George Sand à Nohant, le gardien de la maison. Nous étions en 1978 sur France Culture. Brigitte Diaz, comment se passent ces invitations? C'est-à-dire que George Sand demande à ces noms-là de la littérature, de la musique, de la peinture de venir. Il passe combien de temps? On fait un petit séjour d'une semaine, d'un peu plus à Nohant? C'est rarement en effet des séjours longs, hein. Alors, la sociabilité à Nohant poursuit la sociabilité parisienne. Il faut quand même qu'il y ait un ancrage à Paris où on se rencontre et on poursuit les conversations et la communauté à Nohant. C'est vrai qu'elle est très insistante, hein. Elle est très insistante. On pourrait prendre l'exemple finalement des premiers hôtes vraiment remarquables à Nohant qui sont Marie Dagout et Liszt. Hein. Vous savez qu'ils se rencontrent en 35. Sand rencontre Marie Dagout en 35 par l'intermédiaire de Liszt, en qui elle voit Sand une sorte d'homologue masculin. Hein. C'est une figure d'artiste qui lui correspond tout à fait. Ils vont se retrouver dans un voyage mémorable qu'elle rapporte dans les lettres d'un voyageur en Suisse, un grand voyage à l'été 36, quand elle est enfin libérée de ce procès qui n'en finissait pas, qu'elle a retrouvé l'autonomie et qu'elle a retrouvé la gestion de Nohant. Elle part fêter tout ça, donc là-bas, et elle rencontre Liszt et Sand, qu'elle appelle les Fellows. Hein, les Fellows, et elle, avec ses enfants, ce sont les Pifoel. Et tout de suite se met en place une sorte de roman comique entre les uns et les autres. Alors bien sûr, après cet été mémorable, il faut qu'ils viennent à Nohant. C'est absolument nécessaire et indispensable. Et elle dit, Nohant vous désire, Nohant vous veut. Nohant devient une sorte de personnage collectif aussi à un moment. Hein. C'est elle, mais c'est l'ambiance, c'est tout, c'est la vie qu'on y mène. Et ils vont y passer l'été 37, une partie de l'été 37, dans une sorte d'harmonie absolument merveilleuse, musicale, romantique, qui finira par se briser un petit peu plus tard, enfin notamment son amitié avec Marie Dagout. Mais je dirais c'est peut-être le moment sublime de Nohant, hein, et dont elle rend compte de façon si poétique dans son journal intime intitulé avec toujours beaucoup d'ironie Les entretiens du docteur Pifoel. Avec ici l'ambiance, on l'entend bien. Hein. Et Marie-Hélène Bellac, dans votre George Sand, La Passion de la vie, publié chez Perrin et la Bibliothèque nationale de France, ce sont des ouvrages toujours très illustrés, mais avec George Sand, il y a possibilité de beaucoup illustrer. Et pour frôler ce qui disparaît, hein, ça c'est toujours la difficulté pour les historiennes, les historiens, de toucher à cette ambiance. L'ambiance devait être exceptionnelle à Nohant. Oui, ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, la BNF, la Bibliothèque nationale de France, conserve des documents qui étaient absolument pas montrés et qu'on a donc pu sortir dans cet ouvrage. Et bon, on sait tous, toutes, puisque nous sommes autour de cette table, que l'histoire, ce sont des textes, mais aussi de l'image. Et en plus, on est dans un siècle où on est à la frontière du portrait du peintre et puis de la photo. Hein. Donc, on a quand même des approches très différentes, très intéressantes. Et donc on voit vivre véritablement cette maison, Georges qui se lève toujours très tard, puisque en fait le soir, sauf s'il y a théâtre, hein, ou théâtre vivant ou théâtre de marionnettes, en réalité après à 11h du soir, elle monte écrire. Et son dernier compagnon, d'ailleurs Manceau, elle explique comment il y taille sa plume, il lui prépare tout, il lui allume sa cigarette, et elle écrit en fait
tous les soirs, depuis donc 11h du soir jusqu'à 3-4h du matin. Et pour elle, c'est un métier, d'ailleurs, comme on a dit tout à l'heure, il faut entretenir Nohant, qui coûte cher, et les droits d'auteur dépassent les revenus de Nohant. Donc c'est pour elle extrêmement important. Et donc elle va travailler une grande partie de la nuit. Donc le matin, enfin vers midi, quand les invités se réunissent pour le déjeuner, elle apparaît parfois, mais les yeux un petit peu encore pleins de brume, hein, et se déroulent diverses activités, donc qui peuvent être des jeux, qui peuvent être de la lecture, qui peuvent être de la musique, ça dépend beaucoup des périodes, hein, des promenades, par exemple justement avec Chopin qui n'aime pas marcher, on lui a trouvé un âne, donc il accompagne avec un âne, mais il préfère rester à la maison avec Marie Dagou et se renseigner notamment sur le folklore de la région. Donc c'est vrai que aussi par là c'est un lieu très riche, et le vrai moment de réunion c'est donc le dîner et l'après-dîner. Ça aussi c'est très important, parce que après dîner, quand il n'y a pas de théâtre, autour de la table, on se met et on joue des jeux de société, on peut faire des lectures, on peut blaguer. D'ailleurs, Georges aime les bonnes blagues. Hein. C'est une bonne vivante. Hein. Oui, parfois, pas toujours parfois très même légère. parfois un peu salace, On peut le dire, je dirais, scatologique plutôt. Oui. C'est un peu bon. Bon, donc on peut faire de la musique, on peut chacun. Enfin, c'est un peu cette table. Moi, ça me fait penser en beaucoup plus décontracté, beaucoup plus important à ce que Hortense de Beauharnais avait un peu fait chez elle. Vous savez, quand elle avait son hôtel, qu'elle était devenue libre, enfin, puisqu'elle n'avait plus son époux, et autour de la table, on se réunissait, on cousait. Georges coud beaucoup, elle a appris à tricoter quand elle attendait son premier fils, Maurice, et elle dit après que finalement, ça a été un plaisir, et elle confectionne les costumes des marionnettes. Parce que les marionnettes, au départ, c'était simplement une chaise qu'on avait retournée, et puis des petits personnages en bois, et ensuite, c'est devenu quelque chose de très important, donc il faut aussi penser les canevas. Ce sont souvent des ouvrages un peu collectifs. Et le théâtre de marionnettes, d'ailleurs, on peut toujours voir les marionnettes à Nohant qui sont extraordinaires. Hein. Il y a vraiment de très très belles marionnettes. Il faut vraiment y aller. Hein. Brigitte Krupp, oui, vous êtes que l'autrice de George Sand, c'est les biographies Gallimard, et l'ambiance de Nohant, bien sûr, difficile à saisir. Nous la voyons ici transparaître à travers quelques mentions dans la correspondance ou quelques images. Mais ça devait être absolument fou. Oui, alors je ne peux que approuver et renchérir sur ce que vous venez de dire. Oui, alors fou, je ne sais pas. Il faut aussi apporter quelques toutes petites nuances au tableau. Il y avait aussi des tensions. Hein, il faut quand même bien le dire, inévitable. On a fait allusion tout à l'heure à la rupture vraiment extrêmement violente qui a profondément meurtri Sand avec Solange, donc à la suite de son mariage, aux conséquences d'ailleurs calamiteuses. Il y a eu des tensions dans les années 1840 qui sont pourtant les années 1840, c'est l'âge d'or de Nohant, hein, c'est Nohant foyer rayonnant. Mais il y a aussi des tensions entre Chopin et Sand elle-même, sur lesquelles ils sont restés tous les deux assez discrets, mais qui néanmoins ont existé. Des tensions entre, d'un côté, le clan, entre guillemets, Chopin, Solange, et de l'autre côté, Maurice et sa mère, donc George Sand elle-même. Il y aura ensuite des tensions entre le compagnon de Sand, Alexandre Manceau, qui est un ancien camarade d'atelier de Maurice, et Maurice lui-même, qui est un peu l'homme de la famille, l'homme de la maison. Et donc là, il y a des rivalités qui vont conduire Sand d'ailleurs à quitter Nohant pour quelque temps et de s'installer avec Manceau à Palaiseau, avec un pied-à-terre à Paris. Donc il ne faut pas se représenter une idylle sans nuages où tout se déroule de manière admirable. Et c'est d'ailleurs ce qui rend Nohant et Sand d'ailleurs d'autant plus attachant, c'est que c'est un monde où la vie est intense, où effectivement il y a des tensions et parfois des conflits, mais qui sont malgré tout résorbés dans ce qu'on pourrait appeler une harmonie, chose que Sand a poursuivi toute sa vie, hein, la recherche de l'harmonie dans sa vie, l'équilibre, et qui malgré tout surmonte toutes ces tensions et toutes ces difficultés inhérentes à la vie. Brigitte Diaz, dans la correspondance, il est d'ailleurs possible de saisir ici ce qu'a pu être Nohant au temps de George Sand. Plus que dans des mémoires, on le sait bien, où tout cela est revisité, la correspondance, on est parfois sur le vif. Et la correspondance, dans le cas de George Sand, est considérable.
Oui, la correspondance, c'est une autre histoire de sa vie, je dirais, pour reprendre le titre de son autobiographie, mais une histoire de sa vie en temps réel. C'est-à-dire que la première lettre que Georges Lubin inscrit dans le premier volume de ses 26 volumes de lettres, elle date de 1812, la dernière de 1876, quelques semaines avant son décès. Donc se déroule tout le film de sa vie, une vie, on l'a dit, qui se passe en grande partie à Nohant et qui nous permet aussi de suivre les différents âges de Nohant. Il y a plusieurs Nohant dans Nohant. Ça n'est pas une entité monolithique. Ces âges de Nohant suivent aussi les âges de la vie et de la carrière de Sand. On a parlé tout à l'heure des années 50 et du théâtre. Là, on a pendant une dizaine d'années, on a une sorte d'effervescence théâtrale à Nohant. On fait venir les comédiens de Paris, notamment Bocage et quelques autres, et on mène ce qu'elle appelle une vie de cabotin. Alors la vie de cabotin, c'est vraiment, on fait la fête à Nohant. Il y aura des périodes beaucoup plus tranquilles. Je pense à cette période où la grande période des sciences naturelles, où elle parle de ces toccades de sciences naturelles, dont vous parlerez peut-être dans l'émission sur l'écologie et la nature, où là, on fait venir des savants. C'est notamment Brottier, qui est un savant naturaliste important du temps, où une autre ambiance va naître. Mais ce que je dirais quand même, c'est qu'il y a, et elle le dit très joliment dans une lettre à Mazzini, il y a un fond de gaieté à Nohant. Et elle le dit, chez moi on s'amuse, je suis entourée de jeunes gens, on s'amuse beaucoup, parfois je suis triste, en retrait, mais il y a cette gaieté ambiante. Et je pense que ça, c'est peut-être la caractéristique majeure de Nohant. Une harmonie, certes, mais une gaieté, une joie de vivre aussi. Et puis avec des personnages considérables, imaginons les conversations. Ce voltigeait comme un nuage. Les doigts errants sur le piano firent silence. Les flambeaux s'éteignirent et la vision rentra dans la nuit. Nous étions en 1837 avec ici Pauline Ziadé qui nous lisait un extrait des entretiens journaliers de George Sand à propos de Franz Liszt et de Marie Dagout. Bah oui, c'est ça aussi. C'est ce lieu de création. Brigitte Krulik, c'est important de le rappeler à Nohant. Alors il y a Liszt ici, il y a ce côté inspirant, les échanges aussi, les conversations à table, ailleurs, en se promenant, sont ici propices à la création. Oui, et je pense que ça, c'est un des grands rêves très largement accomplis, il faut bien le dire, de Nohant. Donc cette fécondation mutuelle, donc des différents domaines artistiques. Oui, Nohant, c'est bien sûr propice à la création. Donc on a parlé de Chopin, donc on a une grande partie de son œuvre qui a été composée à Nohant pendant les étés qu'il a passé, 7 étés exactement dans les années 1840. Alors Sand s'employer à créer les conditions matérielles les plus propices à la création. D'abord, elle faisait venir chaque année à grands frais de Paris, de chez Pleyel, de chez Camille Pleyel, donc le piano dernier modèle donc que pour Chopin, la chambre capitonnée, on l'a dit, et surtout elle entourait Chopin des soins qui lui permettaient donc malgré sa santé fragile, qui lui permettaient de se consacrer pleinement à la création. Alors, on parlait là de Liszt et de Marie Dagout. Alors, on a bien sûr la correspondance de Sand, on a le journal dont vous avez parlé, on a aussi les lettres de Marie Dagout et ses mémoires où elle raconte donc Nohant, les séjours donc des années 1837-1838. On sait qu'ensuite les relations sont devenues beaucoup plus difficiles, pour employer un euphémisme, entre les deux femmes qui avaient des points communs, mais donc qui étaient d'une certaine manière appelées à devenir rivales de plusieurs manières. Mais il y a eu 2 séjours vraiment un peu qui ont duré assez longtemps, donc de Marie Dagout à Nohant, et elle raconte effectivement les conversations où George Sand parle politique, parle philosophie. Alors elle est moins ferrée que Liszt et Marie Dagout dans le domaine de la philosophie allemande, elle le reconnaît elle-même, mais elle parle politique, elle parle littérature, elle parle musique, mais aussi
aussi, Marie Dagout raconte les promenades à l'aube, à cheval, la traversée de l'Indre, toutes les deux, dans de grands tourbillons d'écume. Voilà, donc c'est tout cela, me semble-t-il, fait un tout indissociable, donc qui favorise la création artistique. Et puis il ne faudrait pas uniquement porter les yeux sur Nohant. Nous l'avons dit, il y a les voyages, il y a la Suisse, il y a les Baléares, il y a Venise. Ils vont surtout partir donc en Espagne, donc c'est ce fameux voyage où justement George Sand fait venir un piano. Et il faut non seulement que le piano vienne jusqu'à Majorque, mais ensuite qu'on l'achemine jusqu'à la Chartreuse. Donc aujourd'hui, on se rend pas compte, c'est un endroit quasiment inaccessible, mais il lui faut son piano, bien sûr, parce qu'il compose là parmi ses plus beaux morceaux. Et ils sont enchantés par les paysages, et puis très vite, ils se heurtent aux difficultés du quotidien, et puis aussi à l'hostilité des habitants qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce couple pas marié, avec 2 enfants, qui ne va pas à la messe. Et puis surtout, lui tousse. Il a la tuberculose. C'est le grand problème de l'époque, cette tuberculose. Et donc, ils vont repartir pour Marseille d'abord, et puis ensuite remonter sur Nohant. Mais je voudrais ajouter, si vous permettez, quelque chose qui est un petit peu plutôt en complément de ce qu'on disait sur la correspondance. Il y a aussi une source qui est très intéressante à partir des années 50-52. Ce sont les carnets que Manceau tenait, des carnets vraiment sur du papier d'agenda, où tous les jours il écrivait, et puis parfois c'était elle qui prenait le relais, quelques lignes, en commençant par le temps qu'il fait, comment va madame, puisqu'il l'appelle madame, les principales activités de la journée, notables, ce qui est important, vous voyez, et c'est par exemple là-dedans que l'on voit la rupture entre Manceau et Maurice, quand Maurice un soir met à la porte carrément Manceau de Nohant, et puis il y a une hésitation de Sand, et puis finalement elle lui dit écoute mon vieux, il y a un moment que ça n'allait pas, on s'en va, et elle décide donc de quitter Nohant pour suivre Manceau, avec lequel elle a quand même vécu 15 ans, et c'est là qu'il achète Palaiseau, où il va mourir très vite de tuberculose, et qu'elle reviendra après à Nohant. Et puis il faut rappeler aussi que George Sand crée à Nohant, c'est important de le dire, parce que nous parlons de celles et ceux qui passent à Nohant. Elle-même crée à Nohant, vous nous l'avez dit, oui, le soir. Elle écrit notamment énormément. Iliana, Valentine, ses premiers succès, elle les écrit dans le petit boudoir de la grand-mère. Et Brigitte Diaz, nous avons parlé de cette correspondance, toutes ces lettres que George Sand a pu écrire, celles qu'elle a reçues de personnes qu'elle connaît, et toutes les autres aussi, celles qu'elle reçoit de ses lecteurs, de ses lectrices. Oui, alors d'abord je voudrais répondre sur la création à Nohant. C'est bien pour les historiens de la littérature qu'elle ait vécu à Nohant, parce que finalement toute sa carrière, le rapport avec les éditeurs, le rapport avec les patrons de presse, le rapport avec les critiques, passe, pas uniquement mais essentiellement, par la correspondance. C'est-à-dire qu'on peut suivre à travers la correspondance, je dirais et c'est très intéressant dans les premières années, cette prise de possession de Sand sur sa carrière et sur son autorité d'autrice. Elle va s'affirmer de plus en plus, c'est très net avec Bulloz, qu'elle va quitter parce que il la bride dans dans le développement de ses idées sociales, et elle va toujours ensuite finalement par correspondance à travers la lettre instaurer un certain type de rapport avec ses éditeurs, qui peuvent être aussi des rapports amicaux. C'est le cas avec Hetzel, qui devient aussi son confident, un ami très proche. Donc on peut suivre cette carrière, on peut suivre aussi bien sûr son rythme de travail, puisqu'elle en parle dans ses lettres. On peut suivre aussi, et j'en viens au lecteur, sa conception, la conception qu'elle se fait de son œuvre, de sa diffusion et de sa destination. Elle le dit d'ailleurs à Flaubert, qui lui disait « Moi, j'écris pour 10 personnes, à tout casser, pas plus. » Et elle lui dit « Non, on écrit pour tout le monde, et pour tous ceux qui ont besoin d'être écoutés et éduqués. » Alors, elle écrit pour tout le monde, mais tout le monde va lui écrire aussi. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle est un foyer, si vous voulez, de concentration de tout un discours de ses contemporains, de l'expression d'une grande détresse sociale aussi, qui va s'adresser à elle. Et ce qui est admirable, c'est que les lecteurs ordinaires, entre guillemets, qui s'adressent à elle, écrivent à l'écrivain George Sand, Nohant par la Châtre, et ça arrive.
Ça arrive, et toutes ces lettres ont miraculeusement été conservées dans le fond de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Il y en a à peu près 4000 de lecteurs, j'entends, parce qu'il y a bien d'autres lettres aussi. Et ces lettres sont extraordinairement intéressantes pour comprendre l'impact que son œuvre a pu avoir sur la société de son temps. Et ça, je dirais, sur la longue durée de sa carrière, avec un pic quand même qui est le pic d'histoire de ma vie. Il faut quand même considérer qu'elle fait paraître en feuilleton dans un grand journal populaire, La Presse de Girardin, pendant 1 an, son autobiographie. Donc ça crée nécessairement des liens avec les lecteurs qui vont dire on connaissait l'écrivain, on connaît maintenant la femme, et cette femme est extraordinaire. Nous sommes en 1855 au moment de l'apparition de l'histoire de ma vie, un petit peu 54, avant pour le 55. voilà, C'est un un peu avant cheval pour sur le les 2 feuilleton. années, oui. Avec Brigitte Krulik, un personnage, George Sand, qui est une célébrité en son temps. Et ça, c'est important de le rappeler parce que nous évoquons aujourd'hui dans le cours de l'histoire George Sand à Nohant. Et nous voyons bien cette longue temporalité de ses années d'enfance, où évidemment elle n'est pas connue de ses débuts, où avec son roman Indiana, elle se fait vraiment déjà très bien connaître, et puis après par cette sociabilité, elle devient une figure aussi, et donc Nohant est connu dès lors, on sait Nohant parce que dans la presse, Nohant est évoqué aussi. Oui, alors effectivement, Sand entre par un coup d'éclat sur la scène intellectuelle au sens large française, avec Indiana et ensuite Lélia, et donc très vite elle entre dans ce qu'on appelle l'écurie Bulloz, c'est comme ça qu'elle va rencontrer Musset d'ailleurs, et bien d'autres, et elle est reconnue très rapidement donc comme une personnalité marquante du tout Paris des lettres. Et un exemple qu'on pourrait donner qui montre bien ce rayonnement de Sand qui va au-delà des frontières, c'est que à partir de la fin des années 1830, la visite à George Sand, Pierre Nora a consacré un article donc des lieux de mémoire, la visite au grand écrivain, donc qui est un des lieux de mémoire français. Donc le phénomène s'applique tout à fait à Sand, puisque dans les années, à partir du tout début des années 1840, la visite à George Sand fait partie des ce qu'on appellerait les incontournables. Par exemple, pour les intellectuels russes, allemands, évidemment de sensibilité progressiste, qui vont rendre visite à Madame Sand, qui est une illustration donc de la scène progressiste française. Et là, il faudrait peut-être insister aussi sur le fait que George Sand est une écrivaine, mais aussi une journaliste. Et là, peut-être, on peut montrer bien cette espèce de basculement, ou plus exactement d'harmonie entre Paris et la province. Dans les années 1840, ce sont les années entre guillemets socialistes de Sand. Elle fonde la revue indépendante, mais elle va aussi s'impliquer donc dans la presse régionale, avec l'idée que le Berry, province effectivement reculée et marquée par un taux je n'y arriverai pas. Merci beaucoup. On s'y met à 4. Voilà, oui. À l'époque, conditions sanitaires qui sont très en retrait par rapport à la moyenne française, elle va avoir la conscience très nette qu'il faut décentraliser la presse, et donc elle va s'impliquer, et donc le rayonnement de Sand dans le Berry et à Paris va aussi passer par son activité de journaliste et de disons, responsable de presse pour aller vite. Et puis avec un moment incontournable dans cette histoire-là, et ça a déjà été évoqué, c'est la représentation théâtrale. Durant plusieurs hivers, retirés à la campagne avec mes enfants et quelques amis de leur âge, nous avions imaginé de jouer la comédie sur scénario et sans spectateurs, pour nous amuser. Une sorte de mystère qui résultait de ce petit vacarme prolongé assez avant dans les nuits, au milieu d'une campagne déserte, lorsque la neige ou le brouillard nous enveloppaient. Le tonnerre, les coups de pistolet, les roulements du tambour, les cris du drame, la musique du ballet, tout cela avait quelque chose de fantastique. Et les rares passants qui en saisirent quelque chose n'hésitèrent pas à nous croire fous ou ensorcelés. Lorsque j'introduisis un épisode de ce genre dans le roman, il y prit des proportions si différentes que mes pauvres enfants, après l'avoir lu, regardaient avec chagrin le paravent bleu et les costumes de papier découpé qui avaient fait leur délice. Mais à quelque chose sert l'exagération de la fantaisie, car ils firent un théâtre aussi grand que le permettait l'exiguïté du local,
et arrivèrent à y jouer des pièces. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Pauline Ziadé qui nous lisait ici George Sand, nous étions en 1851, un texte en lien avec le château des Désertes. Et dans ce monde-là, Marie-Hélène Bellac, le théâtre est bien sûr très vivant. C'est une histoire particulièrement incarnée, celle de George Sand et de Nohant. Et c'est ça aussi qui fait la force de George Sand. Avec tout ce qu'on a dit, c'est George Sand journaliste, George Sand qu'on connaît, qu'on vient visiter. Il y a comme une proximité des Français, des Françaises, avec ce personnage qui devient une figure, mais qui ne semble pas inaccessible. Oui, alors complètement. Alors, en fait, George Sand avait fait un premier essai théâtral, Cosima, qui avait été un échec. Et puis au moment de la Révolution de 1848, le gouvernement provisoire lui a demandé une pièce didactique, ce qu'elle a fait, Le Roi attend, et qui a bien marché. Et du coup, elle s'est remise au théâtre, à la fois parce qu'elle aimait ça. Elle avait beaucoup fréquenté les théâtres jeunes filles, et même au couvent des Dames Augustines, elle mettait en scène volontiers les pièces pour ses petites compagnes, mais aussi parce qu'elle disait, j'ai besoin d'argent, et le théâtre, ça rapporte de l'argent tout de suite. Donc, à partir de ce moment-là, elle a enchaîné les succès, à partir de 48, avec notamment des adaptations, par exemple, de ses romans champêtres, et puis d'autres créations, et on voit comment elle devient un personnage encore plus important, par exemple, avec le Marquis de Villemer, qui a été sans doute la pièce qui a été la plus applaudie à l'Odéon, où il y avait une véritable foule, qui était venue assister, et qui était dans la rue, où il y avait aussi l'empereur et sa famille, Napoléon III, et donc là, on voit qu'elle est un personnage public lors de cette représentation. Elle télégraphie d'ailleurs à Maurice un mot pour parler de ce succès. Brigitte Diaz. Oui, je voudrais rajouter quelque chose sur la façon dont on fait de la littérature aussi à Nohant. Elle fait venir tous ces gens qui sont souvent des écrivains, mais parce qu'elle est aussi intéressée par le dialogue littéraire avec eux. Ça commence avec Balzac, quand ils sont très 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 proches. Leurs relations vont s'espacer par la suite. Chacun lit ce qu'il est en train d'écrire. Même chose avec Flaubert qui vient, ça c'est plutôt à la fin du siècle, qui vient lire son interminable Tentation de Saint-Antoine. Et elle trouve ça admirable, à la fois très fatigant, mais admirable. Vous venez de parler du Marquis de Villemer, collaboration avec Alexandre Dumas, fils, qui vient souvent, qui l'appelait maman, qui est totalement intégré à Nohant, et quand il vient, c'est aussi pour travailler. Donc il y a les lectures. Et vous parliez des agendas tout à l'heure. Elle fait bien le compte des lectures. En général, c'est Manceau qui lit. Oui, c'est Manceau qui tient. C'est Manceau qui lit. Non, mais c'est Manceau qui lit. Oui, qui lit. Oui. Qui lit. Elle écoute en brodant ou en cousant. Donc, il y a aussi cette activité littéraire un peu seconde qui passe par ce qu'elle adore, qui est le dialogue. Le dialogue, l'échange avec ses pairs. Ce qui lui manquait avec Casimir. Son mari. Voilà, son mari. Casimir, qu'elle n'a jamais réussi à mettre à tel point qu'elle avait même un moment essayé de lui imposer une sorte de contrat où il devait lire des livres et lui faire un compte rendu. Donc, il préférait la chasse. Oui, peine perdue. Ah oui, ça c'est sûr que c'était pas du tout le même univers avec son mari, Brigitte Krulik. Avec ce dialogue, en fait, qui est le lien de tout ce que nous disons. C'est George Sand qui est à l'écoute, qui échange, qui donne des conseils, qui regarde, qui parle, et qui fait qu'il y a cette émulation même à Nohant. Oui, alors George Sand, effectivement, est une femme de dialogue, dirait-on aujourd'hui, une femme d'échange. Alors, échange intellectuel, je crois que ça ressort de tout ce qui a été dit, mais aussi échange affectif. Elle donne beaucoup de conseils sur la vie sentimentale, sur les relations parents-enfants. Elle donne aussi des conseils aux apprentis écrivains. On a un certain nombre de lettres où elle explique certaines personnes de son entourage qui rêvent de se lancer donc dans la carrière. Tu emploies des adjectifs d'une grande banalité, du genre les ruelles obscures. Oui, les ruelles sont toujours obscures. Essaye de trouver un adjectif un peu plus pittoresque. Elle va donner, par exemple, des conseils extrêmement intéressants au fils de son ami François Rollinat. François Rollinat, elle l'appelait son Pilade, son alter ego, un grand ami d'enfance.
enfance. Et le fils de François Rollinat va se faire un nom dans l'histoire de la littérature en tant que l'auteur des Névroses, poète donc de ce qu'on appelle de manière un petit peu schématique, mais malgré tout parlante, la littérature de la décadence. Le terme de les Névroses est assez parlant lui-même. Et donc, elle lui donne des conseils sur l'écriture poétique, sur la littérature qu'on peut écrire, les poésies pour les enfants. Donc, elle se fait volontiers aussi mentor. Elle est à l'écoute, mais elle donne aussi des conseils et des avis. Moi, si j'ai un conseil à donner, en tout cas, c'est qu'il vaut mieux avoir un ami clarinettiste que Chopin. Parce que j'ai bien entendu, il faut transporter le piano à Majorque, là, pour un hiver à Majorque. Il faut transporter le piano à Nohant. Merci vivement à toutes les trois d'être venues dans le cours de l'histoire. Et je rappelle, Brigitte Krulik, votre George Sand, c'est chez Gallimard. Marie-Hélène Bellac, George Sand, La passion de la vie, Perrin et la Bibliothèque nationale de France. Et Brigitte Diaz, j'ai presque envie de dire, on prend toute la Pléiade. Et puis, il y a les cahiers de George Sand. Merci vivement à toutes les trois d'être venues dans le cours de l'histoire. Prochain épisode, George Sand à l'écoute des mares et des forêts. George Sand a été une des premières à décrire les gens de la terre et les choses de la terre. Elle a été une des premières avec ses romans champêtres à parler du paysan, aussi bien de son bonheur que de son malheur. Et elle a continué presque toute sa vie à s'intéresser énormément à tout ce qui était naturel. Et ça, c'était Christiane Sand que nous écoutions ici sur France Culture en 1993. Vous envoyez aussi écouter, parce que c'est un véritable plaisir, La Grande Traversée de France Culture consacrée à George Sand, vie singulière d'une auteure majuscule sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique d'Alia, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Copé, Sidonie Lebeau, Luce Mourant, Chloé Rouillon et Jeanne Delecroix. Émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.